Un autre jour à la tâche. J'ai essuyé la sueur de mon front tandis que les machines rugissaient autour de moi sur le sol de l'usine. C'était ma vie, le grondement des engrenages, le parfum de l'huile et du métal dans l'air. Pour certains, cela pourrait sembler être un enfer, mais pour moi, c'était le paradis sur Terre. Je m'appelle Avery Sinclair et j'étais le contremaître chez Precision Engineering, l'une des plus grandes usines de Dallas. Pendant que les cadres à l'étage poussaient des crayons et faisaient des calculs, j'étais ici avec les vrais travailleurs, faisant tourner toute cette opération comme une machine bien huilée. Ne vous méprenez pas, l'argent était correct, mais ce n'était pas ça qui comptait pour moi. C'était mon appel, ma passion. Je vivais pour la satisfaction d'un travail bien fait, de voir une pièce complexe de machinerie se mettre en place sous ma direction. C'est pourquoi je refusais toujours les promotions pour un boulot de bureau confortable. L'atelier était ma place. En parlant de promotion, c'est exactement ce que mon prétendu meilleur ami Ethan avait récemment poussé. Voyez-vous, Ethan était d'une toute autre trempe. Alors que je me salissais les mains, lui faisais du charme au gros bonnet, cherchant toujours le prochain échelon à gravir dans l'entreprise. Ne vous méprenez pas, Ethan était intelligent, mais il ne comprenait tout simplement pas l'attrait du vrai travail honnête. Pour lui, tout tournait autour de l'ascension de l'échelle managériale, peu importe qui il devait écraser en chemin. Nous remontions loin, mais parfois je me demandais si nous étions vraiment du même bois. Quoi qu'il en soit, il y a quelques mois, la directrice de l'usine elle-même, Samantha Greenwood, m'a convoqué dans son bureau. Maintenant, c'était un vrai numéro, tous les sourires forcés et les promesses vides. Je pouvais voir à travers son acte manipulateur, mais Ethan semblait y croire dur comme fer. « Avery, dit-elle d'un ton mielleux, nous avons été très impressionnés par votre éthique de travail et votre leadership sur le terrain. C'est pourquoi nous aimerions vous offrir une promotion au poste de contremaître principal. » Je l'ai juste regardé, abasourdi. Une promotion? Pourquoi? Devenir un pantin de bureau glorifié? J'ai ouvert la bouche pour refuser, mais elle m'a coupé la parole d'un geste de sa main parfaitement manucurée. Je sais. Vous adorez être là-bas avec les machines. Mais voyez les choses ainsi, dans ce nouveau rôle, vous aurez encore plus d'influence sur la façon dont les choses sont gérées. Vous fixerez les normes pour toute l'usine. Elle rendait cela si attrayant, comme si j'allais échanger ma combinaison de travail contre une couronne. Mais je savais mieux. C'était juste leur façon d'essayer de m'éloigner de ce que j'aimais le plus. En fin de compte, pourtant, j'ai cédé. J'ai pensé que si je ne prenais pas la promotion, un autre crétin le ferait, et qui sait quel changement ils essaieraient de faire. Donc, pour l'équipage et l'usine, j'ai accepté, même si cela signifiait passer plus de temps dans ce bureau exigu que sur le sol où je me sentais à ma place. Me voilà donc, coincé derrière un bureau plus souvent qu'autrement, tout ça grâce à la prétendue « promotion » de Samantha. Ne vous méprenez pas, l'augmentation de salaire était agréable, mais quelque chose chez cette femme me dérangeait. Peut-être était-ce sa façon de se pavaner comme si elle possédait les lieux, regardant de haut les autres larbins sur le plancher. Ou peut-être était-ce sa manière de cirer les bottes des gros bonnets avec ce sourire faux, comme si elle était une sorte de manipulatrice. Je n'oublierai jamais le premier gala d'entreprise auquel j'ai dû assister après avoir obtenu cette promotion. Ethan était tout excité, disant que ce serait une excellente occasion de frayer avec les cadres. Moi, je voulais juste en finir pour pouvoir retourner à mon vrai travail. Nous sommes arrivés à cette soirée chic, et là il y avait Samantha, couverte de diamants et resplendissante. Mais c'était l'homme à son bras qui a vraiment attiré mon attention, un beau gosse aux cheveux lissés qui n'était certainement pas son mari. J'ai lancé un regard à Ethan, et il a juste souri en haussant les épaules, comme si c'était pas grave. « C'est le nouveau toy boy d'Olivia », chuchota-t-il. Apparemment, ils sont dans ce truc des ouvertures du mariage. Je n'en croyais pas mes oreilles. Samantha trompait son mari avec un jeune étalon, juste sous le nez de tout le monde? Et Ethan semblait parfaitement d'accord avec ça, comme s'il était dans le coup de toute cette affaire sordide. En parlant d'affaires, c'est à ce moment qu'Ethan m'a présenté sa nouvelle fiancée, Isabelle. Elle, c'était une vraie dame, intelligente, drôle,
avec une chaleur qui transperçait toutes les fausses politesses de cette foule hautaine. En apprenant à mieux connaître Isabelle au cours des mois suivants, j'ai réalisé qu'elle n'avait rien à voir avec les bimbos dont Ethan avait l'habitude. Elle était authentique, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'une femme aussi formidable voyait en mon meilleur ami. Malgré tout, j'étais heureux pour eux, et Isabelle est rapidement devenue comme une sœur pour moi. Au moins, elle était un rappel que tout le monde dans cette usine n'était pas un hypocrite comme Samantha et sa clique. J'étais en train de siroter une bière à Murphy's après une longue journée à l'usine. Juste moi et les gars, en train de décompresser comme on le faisait toujours les vendredis soirs. Nous étions un groupe assez bruyant, je l'admets, mais nous restions dans les limites pour la plupart. Tout a changé quand Jimmy a commencé à parler de nouveau de son ex-femme. J'aimais vraiment ce type comme un frère, mais il pouvait vraiment s'emballer quand il s'agissait de Sheila. Cette fois, il était convaincu qu'elle fricotait avec son prof de tennis, et il ne voulait rien entendre. Le reste d'entre nous avons essayé de le calmer, mais Jimmy était trop loin. Il a avalé une autre gorgée de whisky et a claqué son verre sur la table. « C'est bon. Je vais y aller et montrer à ce sale. Qui commande ?» Avant que l'un de nous puisse l'arrêter, Jimmy était déjà dehors, délirant comme un fou. Nous nous sommes regardés, puis nous nous sommes précipités pour le suivre dehors. Mais quand nous sommes arrivés sur le parking, c'était déjà le chaos. Il y avait Jimmy, au milieu de la rue, se mesurant à un pauvre type en tenue de tennis. Le gars reculait, les mains levées en signe de reddition, mais Jimmy continuait à avancer vers lui tel un taureau enragé. C'est alors que j'ai remarqué la femme agrippée au bras du pro de tennis. C'était Sheila, l'ex de Jimmy. Ses yeux étaient grands ouverts de peur alors qu'elle essayait de raisonner avec mon pote, mais il n'en avait cure. La prochaine chose que je savais, le poing de Jimmy volait, et le joueur de tennis s'effondrait comme un sac de patates. Je n'oublierai jamais le son des cris de Sheila ni la façon dont Jimmy se tenait là, le torse haletant, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. Inutile de dire que la police a été appelée, et la nuit s'est terminée avec moi et les gars sortant Jimmy du poste de police du comté. Alors que je le ramenais chez lui en silence, je pouvais voir sur son visage la honte, le regret, la prise de conscience qu'il était allé trop loin cette fois. À partir de cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que mes jours insouciants étaient terminés, du moins pour un certain temps. Je suis devenu casanier, restant près de ma petite maison de location et évitant complètement les bars. Les gars se moquaient de moi pour ça, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment d'avoir été épargné d'un destin terrible par pur hasard. Les années ont passé, et je me suis installé dans ma nouvelle routine. Travail, maison, répétition. Ma vie sociale était pratiquement inexistante, mais ça ne me dérangeait pas trop. J'étais bien dans ma petite bulle, loin du chaos du monde extérieur. Tout a changé quand j'ai reçu un appel de mon vieux copain de lycée, Liam Donovan. On ne s'était pas vu depuis des années, mais il était toujours le même vieux Liam, bruyant, exubérant et toujours prêt pour s'amuser. « Avery, mon gars » a-t-il tonné au téléphone. « Tu dois venir à la fête d'anniversaire des 30 ans de ma sœur Chloé ce week-end. Ça va être une soirée d'enfer, comme au bon vieux temps. » J'ai hésité, prêt à inventer une excuse sur des heures supplémentaires de travail ou des plans déjà pris. Mais Liam n'en voulait pas. « Mec, tu ne peux pas être un ermite pour toujours. Vis un peu. Chloé serait ravie de te voir là-bas. » Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de passer un moment. Je me suis dit que ce serait bien de sortir de la maison, même si ce n'était que pour quelques heures. Quand je suis arrivé chez Chloé, je pouvais à peine croire mes yeux. La fille maigre et maladroite que je me souvenais du lycée avait disparu, remplacée par une bombe blonde éblouissante qui aurait pu être mannequin ou actrice. Et puis il y avait sa meilleure amie, Emilia. Parler d'une métamorphose, elle était passée d'une garçon manqué maigrichonne à une beauté renversante, avec des courbes à tous les bons endroits et un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Je dois admettre que j'ai fait un double take quand Emilia est venue me dire bonjour. Elle était définitivement agréable à regarder, pas du tout comme la gamine dégourdie qui traînait avec Chloé à l'époque. Chloé m'a remarqué en train de la fixer et m'a donné un coup de coude taquin. «
Tu vois quelque chose qui te plaît, Avery ?» a-t-elle taquiné. J'ai senti mes joues rougir alors que je détournais mon regard d'Emilia. Juste surpris de voir à quel point vous avez grandi toutes les deux, c'est tout, ai-je marmonné. Chloé a ri et a passé son bras dans le mien. Eh bien, nous ne sommes plus des petites filles, c'est certain. Allez, laisse-moi te présenter à quelques personnes. Alors qu'elle me guidait plus loin dans la fête, je ne pouvais m'empêcher de me demander si peut-être, juste peut-être, c'était la façon de l'univers de me dire qu'il était temps de rejoindre le monde des vivants. Après tout, si un couple d'anciennes garçonnes pouvait se transformer en beauté éblouissante, qui sait quelles autres surprises la vie nous réservait. Quelques jours après la fête de Chloé, je prenais quelques essentiels à l'épicerie quand j'ai aperçu Emilia. Elle parcourait le rayon des fruits et légumes, caressant les avocats avec une expression de profonde concentration. « Emilia ?» ai-je appelé avant de m'arrêter. Elle se tourna vers moi, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux qui faillit arrêter mon cœur. « Avery. Salut, je ne m'attendais pas à te voir ici. » « Ouais, eh bien, même les vieux briscards comme moi ont besoin de manger, plaisantai-je, me sentant un peu gêné sous son regard. Emilia rit, un son mélodieux qui me fit transpirer des mains. « Je prends juste quelques trucs pour le dîner. Tu cuisines pour toi ce soir ?» J'ai haussé les épaules. Pour être honnête, j'allais juste prendre une pizza surgelée ou quelque chose. Je ne suis pas très doué en cuisine. Eh bien, ça ne va pas du tout, dit-elle en secouant la tête. Et si tu venais chez moi? Je fais un excellent poulet parmesan. J'ai dû avoir l'air aussi surpris que je me sentais, car elle ajouta rapidement, à moins que tu ne préfères pas, bien sûr. J'ai juste pensé que ce serait sympa de rattraper le temps, tu vois? Quelque chose dans le regard plein d'espoir de ses yeux m'a fait jeter la prudence au vent. Tu sais quoi? Cela me va. Montre le chemin, chef. Quelques heures plus tard, j'étais assis à la table à manger d'Emilia, dégustant l'assiette de poulet parmesan la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Elle avait même ouvert une bouteille de vin rouge pour l'accompagner, rendant le tout semblable à un vrai rendez-vous. Alors que nous mangions et sirotions notre vin, je me retrouvais de plus en plus attiré par le charme naturel d'Emilia. Elle était brillante et drôle à mourir, avec un esprit vif qui me tenait en haleine. Mais il y avait aussi une chaleur et une vulnérabilité en elle qui m'ont pris au dépourvu. Avant que je m'en rende compte, nous avions fini la bouteille de vin et étions affalés sur son canapé, échangeant des histoires et riant comme de vieux amis. Les yeux d'Emilia étincelaient dans la faible lumière, et je ne pouvais m'empêcher de me perdre dans leur profondeur. C'est alors qu'elle s'est rapprochée de moi, assez près pour sentir le léger parfum floral de son shampoing. « Puis-je te dire quelque chose, Avery ?» J'ai acquiescé, ma bouche soudainement sèche. « J'ai le béguin pour toi depuis des années, avoua-t-elle, ses joues rougissant. Depuis que Chloé et moi étions enfants, en fait. J'ai toujours pensé que tu étais le mec le plus cool, le plus beau. » Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine en assimilant ces paroles. Emilia, cette belle femme vibrante, avait gardé une flamme pour moi tout ce temps? Cela semblait trop beau pour être vrai. Avant que je puisse répondre, elle s'est penchée et a pressé ses lèvres contre les miennes dans un baiser brûlant qui a envoyé des ondes de choc à travers mon corps. Toute pensée rationnelle a fui mon esprit lorsque je l'ai attirée plus près de moi, me perdant dans la douceur de ses courbes et le goût de son baiser. Le reste de la nuit s'est écoulé dans un tourbillon de membres entremêlés et de mots doux chuchotés. Alors que le soleil pointait à l'horizon, j'étais éveillé avec la tête d'Emilia reposant sur ma poitrine, ses cheveux au beurre étalés comme une auréole flamboyante. À ce moment-là, j'ai pensé que ma vie ne serait plus jamais la même. Pour le meilleur ou pour le pire, Emilia avait éveillé quelque chose en moi, une faim, une passion, un désir de connexion que je pensais depuis longtemps éteint. Et aussi terrifiante que cette perspective puisse être, j'avais hâte de voir où cette nouvelle étincelle nous mènerait. Les jours suivants ont été un tourbillon de passion et de découverte alors qu'Emilia et moi nous installions chez moi, affrontant la tempête imminente qu'était l'ouragan Wilma. Les bulletins météo devenaient de plus en plus alarmants, mais nous n'y prêtions guère attention, trop absorbés par notre désir récemment allumé l'un pour l'autre. Nous passions de longues heures paresseuses enlacées dans les draps,
rattrapant le temps perdu et explorant chaque centimètre de nos corps. Dans les rares moments où nous émergions pour manger ou prendre l'air, le monde extérieur semblait retenir son souffle, le ciel s'assombrissant et les vents se renforçant à chaque heure qui passait. Au moment où l'ouragan touche à terre, nous étions en sécurité dans ma petite maison de location, les murs solides tremblant sous la force des vents hurlants. Emilia se cramponnait à moi alors que nous nous blottissions ensemble, la lueur vacillante des bougies projetant des ombres dansantes sur ses traits magnifiques. « Ne t'en fais pas, chérie », murmurai-je en la serrant contre moi. Cette vieille bâtisse a déjà affronté de nombreuses tempêtes. Nous allons bien nous en sortir. Elle esquissa un sourire tremblant, ses yeux verts brillants d'une mélange de peur et de confiance. Tant que je suis avec toi, je n'ai peur de rien. Ces mots résonnaient profondément en moi, attisant le feu qui avait été allumé entre nous. Alors que l'ouragan faisait rage dehors, nous avons trouvé réconfort et confort dans l'étreinte de l'autre, nous perdant dans un monde que nous avions créé. Lorsque la tempête s'est enfin dissipée et que le ciel s'est dégagé, l'ampleur réelle de la destruction de Wilma est devenue évidente. Des quartiers entiers avaient été balayés, des arbres et des lignes électriques jonchaient les rues comme des jouets abandonnés. Emilia et moi sommes sortis pour évaluer les dégâts, main dans la main. Ma maison avait relativement bien résisté, mais lorsque nous sommes arrivés à son immeuble à Corpus Christi, nos cœurs se sont serrés. L'ensemble du bâtiment avait été réduit en un tas de décombres, des métaux tordus et des verres brisés scintillant sous le soleil implacable. Le visage d'Emilia s'est effondré en voyant la scène, et je l'ai serrée dans mes bras, la protégeant de la désolation. « Tout est parti », murmura-t-elle, la voix chargée de larmes retenues. « Tout ce que je possédais, tous mes souvenirs. Et maintenant, la rassurai-je, en caressant ses cheveux. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Nous allons te trouver un nouvel endroit, je te le promets. » Et c'est exactement ce que nous avons fait. Sans autres options, Emilia a emménagé chez moi, ses quelques biens sauvés rangés dans la chambre d'amis de ma petite maison en location. Au début, c'était étrange, partager mon espace personnel avec quelqu'un après tant d'années à vivre seul. Mais rapidement, cela a commencé à paraître naturel, comme si elle avait toujours été là. Nous avons trouvé un rythme facile, naviguant dans les routines quotidiennes de la vie et de l'amour avec un nouveau sens du but. Emilia me préparait un repas chaud en rentrant du travail, et je la surprenais avec de petits cadeaux ou gestes pour lui montrer mon appréciation. Lentement mais sûrement, les ombres de l'ouragan se sont estompées en arrière-plan alors que nous construisions notre propre petit monde ensemble. Bien sûr, il y avait toujours des rappels de la dévastation tout autour de nous, les tas de débris, les bâtiments condamnés, l'odeur persistante de moisis dans l'air. Mais dans notre confortable maison en location, c'était comme si nous existions dans notre propre oasis privée, à l'abri des dures réalités extérieures. Alors que les semaines se transformaient en mois, je me suis retrouvé de plus en plus attaché à Emilia, sa chaleur et sa vitalité insufflant une nouvelle vie dans mon existence autrefois solitaire. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir un véritable partenaire, quelqu'un avec qui partager les hauts et les bas de la vie. Quelques années se sont écoulées, et les choses se passaient vraiment bien pour Emilia et moi. Nous avions trouvé une belle routine ensemble, elle cuisinait à tout va tandis que je ramenais l'argent du beurre de l'usine. La vie était belle, du moins c'est ce que je pensais. C'est alors qu'Ethan est venu frapper avec l'une de ses brillantes idées. Voyez-vous, il grimpait cette échelle corporative comme s'il s'agissait d'un jeu de serpent et échelle, accumulant les promotions et les augmentations de salaire à tout va. Et apparemment, les pontes avaient remarqué. « Avery, mon gars !» s'est exclamé Ethan en entrant dans mon bureau un jour, élégant comme jamais dans son costume sur mesure. « J'ai une opportunité qui te correspond parfaitement. » Je le regardais avec méfiance, sentant déjà où cela allait mener. « De quelle opportunité parles-tu ici, Ethan ?» Il a claqué un épais dossier en carton sur mon bureau avec un sourire. « Ils veulent te promouvoir au poste de chef de secteur. Tu superviserais les opérations de toute l'usine, établirais les plannings, approuverais les commandes, tout ce qu'il faut. » Je dois admettre que l'idée d'avoir ce genre d'autorité était tentante. Mais il y avait un hic, et je le savais avant même qu'Ethan n'ouvre la bouche.
Le meilleur? Tu voyagerais partout dans le pays pour nos autres sites, en veillant à ce que tout fonctionne correctement. Voyager. La seule partie du travail que je ne supportais pas. Passer des nuits dans des hôtels minables d'aéroports, se nourrir de malbouffe de dîner, et être loin d'Emilia pendant des jours ou des semaines. Non merci. J'ai commencé à secouer la tête, mais Ethan m'a interrompu. Écoute-moi, mon pote. L'augmentation de salaire serait substantielle, et tu aurais beaucoup plus d'influence sur la façon dont les choses sont gérées ici. Fini de recevoir des ordres de cette vipère de Samantha Greenwood. Il savait exactement quel bouton presser, n'est-ce pas? L'appât de plus d'argent et moins de surveillance de la part de notre directeur d'usine gluant était difficile à résister. Pourtant, j'ai hésité. Je ne sais pas, Ethan. Tout ce temps sur la route, loin de la maison? Emilia et moi sommes vraiment bien en ce moment. Je ne veux pas tout gâcher. L'expression d'Ethan s'adoucit et il me lança un de ces regards qui me donnait l'impression que nous étions à nouveau des enfants, rêvant de notre avenir. Avery, tu es coincé dans cette routine depuis trop longtemps. Ne veux-tu pas plus de la vie que de simplement pointer à l'heure chaque jour? C'est ta chance de vraiment accomplir quelque chose. Ces paroles m'ont frappé en plein cœur. Autant j'aimais la vie simple qu'Emilia et moi avions construite, une partie de moi aspirait toujours à ce sentiment d'ambition et de réussite. Peut-être qu'Ethan avait raison, peut-être était-il temps d'ouvrir un peu mes ailes. Avec un soupir réticent, j'ai attrapé le dossier. D'accord, toi le beau parleur. J'y réfléchirai. Mais je ne fais aucune promesse. Ethan m'a tapé sur l'épaule, un large sourire aux lèvres. C'est bien mon garçon. Je savais que tu finirais par voir la raison. Alors qu'il sortait de mon bureau, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment d'avoir passé un pacte avec le diable lui-même. Mais en même temps, une minuscule étincelle d'excitation s'est allumée en moi, le premier signe d'une flamme qui éclairerait soit mon chemin vers quelque chose de plus grand, soit brûlerait tout ce que j'aimais jusqu'au sol. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé à bord d'un vol de nuit pour Anchorage, en Alaska, l'un des premiers de nombreux déplacements professionnels dans mon nouveau rôle de chef de secteur. Malgré mes réserves initiales, j'avais décidé d'accepter la promotion d'Ethan, séduit par la promesse d'un salaire plus élevé et de plus d'autorité. Bien sûr, une fois confronté aux réalités des voyages d'affaires, j'ai commencé à avoir des doutes. Avion exigu, chambre d'hôtel douteuse et un cycle interminable de réunions et d'inspections d'usines, de quoi rendre un homme fou. Mais le coup de grâce est arrivé lorsque des rapports ont commencé à affluer concernant un énorme ouragan se dirigeant vers la côte du Golfe. On l'appelait l'ouragan Wilma, et les prévisionnistes dressaient un tableau sombre, une tempête monstrueuse avec le potentiel de causer des dommages catastrophiques. À mesure que les rapports devenaient plus alarmants, un nœud de terreur se formait au creux de mon estomac. Mon esprit était assailli par des pensées d'Emilia, seule à la maison alors que l'ouragan se dirigeait vers Dallas. Et si quelque chose lui arrivait pendant que j'étais à des centaines de kilomètres, impuissant à faire quoi que ce soit? J'ai essayé d'appeler, mais les lignes étaient soit occupées, soit coupées brusquement. Tout ce que je pouvais faire était de marcher de long en large dans ma sombre chambre d'hôtel, regardant les actualités avec un sentiment croissant de panique. Lorsque la nouvelle est tombée qu'une évacuation obligatoire avait été ordonnée pour notre quartier, j'ai failli perdre la tête. Des visions d'Emilia piégée sur la trajectoire de la fureur de Wilma, effrayée et seule, hantaient chacun de mes moments éveillés. J'ai supplié le personnel de la compagnie aérienne de me faire monter sur le prochain vol pour rentrer chez moi, mais ils ont simplement haussé les épaules avec des excuses, tout était complet, et tous les vols étaient cloués au sol jusqu'à ce que la tempête passe de toute façon. J'étais coincé dans cet enfer gelé pendant que mon monde à la maison vacillait au bord du désastre. Ce furent quelques-uns des jours les plus longs et les plus angoissants de ma vie. Je dormais à peine et je ne mangeais pas, mon esprit obsédé par des scénarios terrifiants de « et si ». La seule chose qui me maintenait sain d'esprit était le clignotement occasionnel d'un message texte d'Emilia, me rassurant qu'elle était en sécurité et à l'abri. Mais même ces petits morceaux de soulagement faisaient peu pour apaiser la culpabilité qui me rongeait de l'intérieur. J'étais censé être son protecteur, son roc dans la tempête. Et pourtant, j'étais là, totalement impuissant, bloqué dans un désert gelé maudit pendant que la femme que j'aimais affrontait seule la fureur de la nature.
Au moment où l'ouragan avait enfin passé et que j'avais pu attraper un vol de retour à Dallas, j'étais un naufrage, barbu, les yeux rouges et fonctionnant à vide. Tout ce à quoi je pouvais penser était de rentrer chez moi auprès d'Emilia, de la serrer dans mes bras et de promettre de ne jamais plus rien laisser nous séparer. Le vol de retour à Dallas semblait une éternité, chaque secousse et chaque chaos ajoutant au malaise dans mon ventre. Alors que nous descendions à travers les nuages, je me préparais au pire, des quartiers entiers réduits en ruines, des rues transformées en torrents déchaînés. Mais rien ne pouvait me préparer à la vue troublante qui m'attendait au sol. Des voitures de police et des véhicules d'urgence bordaient les routes, leurs lumières clignotantes dans un kaléidoscope inquiétant. Et partout où je regardais, les gens transportaient ce qu'ils pouvaient, leurs visages marqués par la peur et la résignation. Évacuation obligatoire totale, monsieur, me dit un policier à l'air pressé quand j'arrivais enfin dans mon quartier. L'ouragan va nous frapper durement. Vous devez prendre vos affaires essentielles et évacuer immédiatement. Mon cœur battait la chamade alors que je contemplais le chaos autour de moi. Les arbres étaient déjà pliés en deux par les vents hurlants, des débris tourbillonnant dans l'air comme des missiles. Je devais rentrer chez moi auprès d'Emilia, et vite. Jetant la prudence au vent, j'ai foncé avec mon camion à travers les rues bloquées, le monde extérieur un tourbillon d'activité frénétique. Quand je suis enfin arrivé devant ma petite maison de location, mon sang s'est glacé. Là, recroquevillés sur le porche, se trouvaient mes trois cabots, Rufus, Buster et Lady. Ils gémissaient et grattaient à la porte, leur queue entre les jambes. Mais pas de trace d'Emilia. L'effroi se resserrait dans mon ventre alors que je défonçais la porte d'entrée en l'appelant. Les chiens se précipitèrent derrière moi, leurs ongles cliquetant frénétiquement sur le parquet. C'est alors que je l'ai entendu, un cri étouffé et faible venant de la chambre d'Amy. Le cœur battant, j'ai avancé dans le couloir et tourné lentement la poignée. La vue qui s'offrit à moi fut comme un coup de poing dans l'estomac. Là, c'était Emilia, recroquevillée dans un coin de la pièce, les yeux écarquillés de terreur. Et se tenant au-dessus d'elle, sa chemise à moitié déboutonnée, se trouvait nul autre qu'Ethan, mon prétendu meilleur ami. Pendant un long et écœurant moment, le monde semblait s'arrêter alors que la vérité me percutait comme un train de marchandises. Une rage brûlante inondait mes veines alors que je me précipitais en avant, attrapant Ethan par le col et le projetant violemment contre le mur. Les yeux d'Ethan étaient sauvages, ses mains levées en signe de reddition. « Avery, mon pote, laisse-moi t'expliquer. » Mais je n'étais pas disposé à écouter ces excuses bien rodées. Pas cette fois. Avec un grognement sauvage, je le traînais à travers la pièce et le lançais de nouveau dans la chambre d'Amy, Emilia toujours recroquevillée dans un coin. « Vous deux pouvez rester là-dedans et réfléchir à ce que vous avez fait, grognai-je, claquant la porte derrière eux. J'entendais leurs cris étouffés, mais je m'en fichais. À ce moment-là, ils étaient morts pour moi. Les chiens gémissaient à mes pieds, sentant la fureur qui émanait de moi en vagues. Mais il n'y avait pas de place pour la sentimentalité, l'ouragan était presque sur nous, et nous devions déguerpir au plus vite. Je me précipitais dans la maison, attrapant les quelques affaires essentielles que je pouvais trouver, un change de vêtements, de la nourriture non périssable et une caisse d'eau. Pendant ce temps, les vents hurlaient comme une meute de démons dehors, secouant les fondations même de la petite maison qu'Emilia et moi avions construite ensemble. Alors que je me dirigeais vers la porte, quelque chose me fit marquer une pause, un léger sifflement, comme du gaz s'échappant d'un tuyau. Fronçant les sourcils, je suivis le bruit jusqu'à la cuisine, où la cuisinière était éteinte et silencieuse. Mais l'odeur était indéniable, âcre et piquante dans mes narines. En une fraction de seconde, une horrible réalisation m'envahit. La conduite de gaz devait avoir été endommagée quelque part, remplissant la maison d'un nuage invisible et mortel. Si je ne sortais pas rapidement, nous pourrions tous être pulvérisés. Une petite voix au fond de mon esprit me poussait à avertir Ethan et Emilia, à leur donner une chance d'échapper à l'incendie imminent. Mais la rage brûlait toujours vive et intense, étouffant tout dernier vestige de compassion que j'aurais pu ressentir. Ils ont semé le vent, marmonnai-je, ramassant les chiens protestataires et les traînant vers la porte. Maintenant, ils peuvent se coucher dedans.
Avec un dernier regard par-dessus mon épaule, je m'avançais dans la tourmente, la porte se refermant derrière moi. Alors que je luttais contre les vents violents et la pluie cinglante, je ne pouvais m'empêcher de sentir que je venais de tout abandonner, ma maison, ma vie, mon identité même. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui me poussait était le besoin impérieux de survivre, de traverser ce cauchemar et de trouver refuge de l'autre côté. Peu importe ce qui arriverait ensuite, j'affronterais cela de front, comme je l'avais toujours fait. Les appels à l'aide d'Emilia se perdaient dans le rugissement de la tempête, et je me forçais à ne pas regarder en arrière. Elle avait fait son choix, tout comme Ethan. Et maintenant, ils devraient affronter les conséquences ensemble, d'une manière ou d'une autre. La pluie fouettait le pare-brise alors que j'accélérais le moteur du camion, sortant en trombe de l'allée dans un nuage de gravier. Mes jointures étaient blanches sur le volant, les chiens geignaient sur le siège à côté de moi. Une partie de moi voulait regarder une dernière fois la petite maison de location qui avait été mon chez-moi pendant si longtemps. Mais je savais que si je le faisais, je pourrais perdre ma détermination. Alors, j'ai gardé les yeux fixés droit devant, me concentrant uniquement sur la route et les conditions qui se dégradaient rapidement. Les arbres se courbaient en deux sous les vents hurlants, leurs branches griffant le ciel comme des doigts squelettiques. Des débris volaient dans l'air, martelant le camion avec des bâtons et des bardeaux détachés. Les essuie-glaces avaient du mal à suivre, le déluge transformant le monde en un tourbillon de gris et de vert. Tous les quelques pâtés de maison, je croisais un autre groupe d'évacués transportant ce qu'ils pouvaient emporter, leurs visages masqués par une détermination sombre. Les plus chanceux avaient réussi à se glisser dans des voitures ou des camions, mais beaucoup étaient à pied, luttant à travers les inondations jusqu'aux genoux avec des enfants et des animaux de compagnie en remorque. Alors que je naviguais dans les rues bloquées, cette odeur âcre d'essence planait lourdement dans l'air, piquant mes narines. Une partie de moi savait que j'aurais dû prévenir Ethan et Emilia, leur donner une chance de partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais la colère brûlait encore chaude et vive dans mes entrailles, étouffant le moindre soupçon de compassion restant. Ils l'ont bien cherché, marmonnai-je, accélérant le moteur alors qu'un espace se libérait dans la circulation devant moi. Qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Les chiens se blottirent simplement plus près, comme s'ils sentaient la tourmente qui faisait rage en moi. Le bon vieux Rufus frotta mon bras, ses yeux marron liquide emplis d'une inquiétude canine. Je lui tapotai la tête poilue pour le rassurer, tirant un peu de réconfort de sa loyauté inconditionnelle. Alors que nous atteignions enfin la principale route d'évacuation, la pluie tombait en draps aveuglants, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Je plissais les yeux à travers le déluge, mes mains glissantes sur le volant, priant silencieusement pour que le camion continue d'avancer. Soudain, une forme massive surgit de l'obscurité, un énorme chêne, son tronc brisé comme un brin par les vents féroces. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. L'avant du camion percuta le tronc tombé avec un craquement écœurant de métal tordu. Le choc me fit basculer en avant, retenu uniquement par la ceinture de sécurité qui me comprimait la poitrine. La douleur a fleuri sur mon front en heurtant le volant, une chaleur coulant dans mes yeux. Étourdi, j'ai tâtonné pour ouvrir la poignée de la porte, l'ouvris et titubai sous la fureur de la tempête. Les chiens me suivirent, gémissant et se recroquevillant contre l'assaut du vent et de la pluie. C'est alors que je l'ai vu, un enchevêtrement de lignes électriques tomber, leurs câbles épais crépitant d'un courant mortel là où ils avaient été arrachés du tronc brisé. L'un d'eux fouettait le capot froissé du camion, envoyant une gerbe d'étincelles. Dans cette seconde interminable, le temps sembla ralentir à un rythme d'escargot. J'entendais les chiens aboyer frénétiquement, goûter la saveur piquante de l'ozone dans l'air. Puis, avec un bruit assourdissant, l'une des lignes électriques s'est animée, fouettant à travers le châssis du camion dans un arc éblouissant d'énergie bleu-blanc. La dernière chose que j'ai vue était les yeux terrifiés de Rufus, grand et suppliant. Puis tout est devenu noir, les ténèbres m'engloutissant entièrement alors que je tombais dans l'abîme. La pluie avait enfin cessé, mais la dévastation laissée dans le sillage de l'ouragan Wilma était presque trop lourde à supporter. J'étais assis dans la salle d'attente faiblement éclairée de l'hôpital du comté,
la tête entre les mains alors que les bulletins d'information défilaient sur la vieille télévision dans le coin. Guillemets double point point point. Un scène de destruction totale à travers la région métropolitaine de Dallas, déclara le présentateur au visage solennel. Des quartiers entiers ont été rayés de la carte, avec des maisons et des commerces réduits en tas de décombres. Les images qui défilaient à l'écran me retournaient l'estomac, métal tordu, verre brisé, arbres massifs arrachés du sol comme des brins d'herbe. Mais ce sont les plans de mon quartier qui m'ont vraiment transpercé le cœur. Là, au milieu des décombres, se trouvait ce qui restait de ma petite maison en location, ou ce qui était ma maison en location. Juste un tas de bois éclaté et de bardages froissés, comme un ensemble de jeux pour enfants écrasés sous un pied. Le bilan humain de cette tempête catastrophique est encore en cours de calcul, continua le journaliste, sa voix grave. Mais les autorités craignent que le nombre de victimes puisse atteindre des centaines, voire plus. Mes mains ont commencé à trembler lorsque la réalité a pris forme. Emilia et Ethan. Ils étaient dans cette maison quand tout s'est effondré. Étaient-ils? Pouvaient-ils encore être? J'ai repoussé la pensée, la bile me montant à la gorge. Non, je ne pouvais pas laisser mon esprit aller là, pas encore. Il devait aller bien, il devait avoir trouvé un moyen de sortir avant que le pire n'arrive. Tout le reste était juste trop horrible à imaginer. L'attente était une torture pure. Chaque fois que les portes des urgences s'ouvraient, je me redressais, m'attendant à voir leur visage familier. Mais heure après heure agonisantes passaient sans un mot, sans signe qu'ils avaient trouvé refuge en sécurité. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, un médecin au visage sombre s'approcha de moi, un clipboard à la main. « Êtes-vous Avery Sinclair ?» J'ai hoché la tête en silence, la bouche aussi sèche que du coton. L'expression du médecin en disait long avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Je suis désolé, monsieur Sinclair. Nous avons identifié 2 corps correspondant aux descriptions que vous avez fournies. Un homme et une femme, retrouvés parmi les décombres de votre adresse. » C'était comme si le monde s'effondrait sous mes pieds. J'ai agrippé les accoudoirs, luttant contre la vague de vertige qui menaçait de m'emporter. « Êtes-vous sûr ?» ai-je bredouillé, même si je connaissais déjà la réponse. Le médecin m'a simplement fait un signe de tête solennel. Nous travaillons toujours sur des identifications positives, mais il est fort probable qu'ils étaient vos amis. Et ainsi, mon monde s'est brisé en 1 million de morceaux tranchants. Emilia, la femme qui avait réveillé mon âme et m'avait montré ce que signifiait vraiment vivre, partie, juste comme ça. Et Ethan, mon prétendu meilleur ami qui m'avait trahi de la pire façon imaginable. Je n'aurai jamais l'occasion de tout comprendre, de trouver cette clôture que je désirais tant. Les jours et les semaines qui ont suivi se sont écoulés dans un tourbillon de chagrin et d'angoisse. Des amis et de la famille bien intentionnés ont essayé de me consoler, mais leurs paroles n'étaient que des échos creux, incapables de pénétrer l'épais brouillard de tristesse qui m'avait enveloppé. C'est Chloé, de toutes les personnes, qui a finalement réussi à m'atteindre. Elle est arrivée à ma porte un soir pluvieux, ses yeux bleus brillants de larmes retenues. « Avery, dit-elle doucement, me serrant dans une étreinte féroce. Je suis tellement désolée. Je n'arrive même pas à imaginer ce que tu traverses. » Alors qu'elle me tenait, quelque chose en moi s'est brisé, comme un barrage cédant enfin. Je me suis accroché à elle, sanglotant dans le tissu doux de son pull alors que toute la douleur et l'angoisse se déversaient en un torrent. Je l'aimais, Chloé, j'ai articulé entre des hoquets saccadés. Et il était mon meilleur ami. Comment ont-ils pu me faire ça? Chloé caressait simplement mes cheveux, murmurant des mots apaisants alors que je me dévoilais dans ses bras. Et dans ce moment de vulnérabilité brute, elle a révélé une vérité qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Avery, je suis amoureuse de toi depuis des années, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Depuis que nous étions enfants, en fait. J'ai toujours rêvé qu'un jour, tu pourrais me voir comme plus qu'une amie. Ces paroles planaient dans l'air, leur poids presque suffocant. Voilà cette femme incroyable, offrant son cœur à mes pieds alors que j'étais au plus bas, le plus brisé. Et d'une manière inexplicable, son amour pour moi a commencé à raviver une minuscule lueur de chaleur dans mon âme brisée.
Lentement, douloureusement, j'ai commencé à me reconstruire, avec la dévotion inébranlable de Chloé comme mon ancre. Elle était là à travers toutes les nuits les plus sombres, les vagues paralysantes de chagrin qui menaçaient de m'engloutir. Et progressivement, presque imperceptiblement, cette lueur de chaleur qu'elle avait allumée en moi a commencé à brûler un peu plus fort. Les années ont passé, et Chloé et moi avons construit une vie ensemble, un nouveau départ forgé des cendres de mon passé. Nous nous sommes mariés, avons eu 2 beaux enfants, et avons rempli notre maison de l'amour et du rire qui m'avaient été si cruellement arrachés. Et maintenant, alors que je guide mon petit bateau de pêche de retour vers le rivage de l'Alaska, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller du chemin parcouru. Les eaux glacées s'étendent devant moi, vastes et indomptées, un rappel de notre petitesse dans le grand schéma des choses. Mais alors que j'éteins le moteur et que le parfum de pin et de fumée de bois dérive sur le pont, je sais que je rentre chez moi, vers la famille, la vie, la seconde chance que le destin a jugé bon de m'accorder. L'ouragan Wilma a tout emporté, mais il a aussi dégagé le chemin pour quelque chose de nouveau et de beau à éclore des décombres. Avec un sourire satisfait, je rassemble mon équipement et remonte le rivage rocheux, impatient de revoir les visages de mes proches. Le chagrin ne disparaîtra jamais complètement, mais il a été atténué par la joie, par l'espoir, par la certitude qu'en dépit de la violence de la tempête, l'amour peut affronter n'importe quelle rafale que la vie nous envoie.